J'invite M. Corrado de la délégation de l'Union européenne à Alger. J'invite la directrice de l'AFD. Je ne sais pas si elle est là. Oui, elle est toujours là. J'invite également M. Reda Allal, qui est le directeur du programme d'appui de l'Union européenne à la stratégie sur l'économie bleue, pêche et aquaculture. J'invite également Fedoua de la GIZ. Voilà, elle est là. Le représentant du ministère de l'Environnement, je crois qu'il n'est pas là. Je ne sais pas. Et des Affaires étrangères non plus. Voilà. On a aussi quelques vidéos, donc on peut les lancer déjà rapidement en attendant de Matteo aussi. Bocci, bien sûr, du mécanisme d'assistance. Mettez-vous ici, madame, s'il vous plaît. Oui. Donc on peut déjà lancer, merci. On peut déjà lancer la vidéo de Zelka Skaričić du PAPRAC. Le PAPRAC, c'est le centre d'activité régional pour les activités prioritaires de la Convention de Barcelone. C'est le centre de la Convention qui travaille essentiellement sur les... Fedoua, viens ici. Ministère de l'Environnement, donc on va vous ramener une chaise. Il y a une chaise. Oui, oui, je vais t'aider. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Non, non, c'est bon, ça suffit. Va ici. Tu connais le PAPRAC? Ouais. Avec votre permission, et avant de donner la parole à nos invités, nous allons entendre Véronique Evers, qui est du même centre, donc le centre d'activité régionale pour les activités prioritaires de la Convention. Un instant.
Et Véronique Evers s'occupe d'un programme qui s'appelle le MED-Open. C'est le cours avancé sur la gestion intégrée des zones côtières. Il est destiné à l'ensemble des pays de la Méditerranée. Et depuis quelques années maintenant, quand les pays le demandent, il y a une session qui est destinée à un pays ou à un groupe de pays. Cette année, par exemple, on a une promotion au niveau de les 5e années gestion et protection du littoral, qui sont depuis 4 mois à peu près dans ce processus de formation en ligne sur cette plateforme. Et il y a même un projet avec le ministère de l'Environnement qu'il y ait une formation avec la GIZ, je crois, n'est-ce pas, Fédois? Donc il y a un projet pour la formation des institutionnels sur la gestion intégrée des zones côtières. Donc nous allons donner la parole en quelques minutes à Véronique Evers, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à cette conférence sur la planification de l'espace maritime par le biais de cette vidéo. Je vais vous parler de notre formation virtuelle de MED-Open qui est organisée par le CARPAP depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des pays méditerranéens dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières tout particulièrement. Mais l'offre de formation s'est également élargie puisque 2 nouvelles thématiques sont maintenant au cœur de 2 sessions proposées. Il s'agit de l'adaptabilité au changement climatique d'une part et de la planification de l'espace maritime d'autre part. Les cours que nous proposons ont été élaborés par des experts de renommée internationale qui sont également les experts qui suivent les participants lors des sessions de MED-Open avancées. Les parties prenantes que nous ciblons par le biais de ces formations sont toutes les parties prenantes ayant un intérêt direct dans la gestion du littoral, plus particulièrement les acteurs qui sont du personnel des ministères pertinents, tels que le ministère de l'Environnement, les ministères des Ressources en eau ou encore de l'urbanisme, mais aussi les représentants du secteur académique, des ONG, et plus récemment, des étudiants des universités au niveau master. 2 sessions ont été organisées en Algérie, à chaque fois en partenariat avec l'ENSMAL. Et d'autres universités ont également pu bénéficier de cette formation, telles que l'université de Al Hossein au Maroc ou l'université de Bizerte en Tunisie. Grâce à ces formations, une centaine d'étudiants des universités du sud de la Méditerranée sont aujourd'hui dotés d'outils et de compétences qui leur permettent de mieux appréhender les défis marins et côtiers. Lorsque je parle de nouvelles compétences et de nouveaux outils, je me réfère vraiment aux toutes dernières nouveautés, puisque les cours sont mis à jour très régulièrement. Et tout récemment, nous avons par exemple inclus dans le contenu de ces formations l'espace de travail pour la planification de l'espace maritime en Méditerranée, qui est un espace de travail que vous pouvez trouver sur la plateforme, sur le site internet du CARPAP, et qui vous permet de trouver les dernières nouveautés en matière de planification de l'espace maritime et aussi en matière de gouvernance, et qui vous permet d'avoir un accès direct aux derniers outils de planification qui suivent le processus de planification de l'espace maritime par étape. Le but, c'est tout d'abord de donner aux planificateurs et aux décideurs un accès rapide aux dernières informations sur la planification de l'espace maritime. Je répète que cet outil se trouve sur notre site du CARPAP et qu'il est en langue française. Donc je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé. Pour conclure sur cette formation de MED-Open, je souhaitais vous informer que dans le cadre du nouveau projet du Fonds pour l'environnement mondial, qui s'appelle le MED programme, et dont l'Algérie est partenaire, 3 sessions vont être organisées
informations virtuelles mais open. La première sera sur la planification de l'espace maritime, la seconde sur la vulnérabilité climatique et la troisième sur les changements d'utilisation du sol. Comme je l'ai dit, l'Algérie est un des pays éligibles au même programme, donc j'invite les personnes qui seraient intéressées par ces formations à consulter régulièrement les nouvelles sur le site du CARPAT, sur lequel nous informerons du début des sessions, mais également à ne pas hésiter à nous contacter si elles avaient quelques questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci Véronique. Donc je ne sais pas si la FAO est toujours dans la salle. La représentante de la FAO? Non, malheureusement, je crois qu'elle nous a quittés. Donc, voilà. Ah, marhaba bik. Donc, voilà comment on va s'organiser ce deuxième panel. Je vais donner la parole, je vais donner la parole aux représentants ici des organisations internationales ou des agences de coopération ou de la délégation européenne. Et à la fin, la conclusion sera faite par le ministère de l'Environnement. Quelle serait la conception du ministère de l'Environnement et les besoins par rapport à ces cadres de coopération sur les questions de l'économie bleue. Donc voilà, je poserai exactement la même question. Le dernier qui va intervenir, c'est M. Reda Allel. Il va intervenir avant le ministère de l'Environnement parce que lui, il est en train de porter tout un programme sur les 4 prochaines années sur l'économie bleue en Algérie. Donc ce sera exactement la même question et je ne parlerai plus. Les invités, enfin les panélistes vont changer le micro. Et la question est la suivante. Comment ces agences ou ces acteurs internationaux de la coopération, comment ils sont en train de faire de l'ingénierie de la coopération, comment ils conçoivent leur appui, soutien à l'Algérie pour le développement soit de l'économie bleue, soit de projets ou de programmes apparentés ou qui pourraient être, avoir des implications sur l'économie maritime durable d'une manière générale. Alors je commencerai par galanterie oblige, par Madame la directrice de l'AFD, s'il vous plaît. Et je vous donne le micro. Que je vais quand même commencer. Donc, bonsoir, bonjour à tous. Je vais répondre à la question en essayant d'être le plus concentré possible parce que c'est une large question, la manière dont on intervient et ce que l'on fait en matière d'économie de la mer. Alors, déjà, pour information régionale, je rappellerai très brièvement le cadre d'intervention de l'Agence française de développement s'agissant des thématiques environnementales. Donc l'AFD, c'est l'opérateur majeur de la France pour la coopération internationale, y compris évidemment pour la coopération au développement. Et en conséquence, nos actions se calent sur les priorités françaises. Et dans la vision française, climat et biodiversité sont indissociables. C'est à la fois de la terre et de la mer que l'on parle de manière complètement continue. Comme le dit d'ailleurs assez fortement le GIEC et l'IPBES sont jumeaux sur les thématiques de biodiversité. Ça signifie que pour nous, l'économie bleue, certes c'est l'économie de la mer, mais on a également dans notre esprit une intégration d'une partie de la terre, c'est-à-dire du littoral, quand on aborde des problématiques d'économie de la mer ou tout simplement de la mer en général, du développement de l'espace maritime, on intègre, on va dire, une bande littorale dans notre réflexion. Pour ce qui concerne nos cadres juridiques d'intervention, quand on réfléchit et quand on travaille sur la mer, je vais aller très vite puisque je pense qu'ils sont connus de tous, tout autant au niveau international, les ODD, les objectifs 13, 14, 15 en particulier, Convention de Rio, Accord de Paris sur les climats, les objectifs d'Agite, tout ça c'est le cadre dans lequel on intervient. Et au niveau plus régional, effectivement, la Convention de Barcelone de 75 qui le transfert finalement des priorités internationales au niveau méditerranéen et l'ensemble des forums dont on a parlé aujourd'hui, Dialogue 5+5, UPM, Union européenne, etc. Donc, ce cas d'intervention au niveau de l'AFD, ça s'est traduit par une stratégie océan qui intègre deux grands objectifs, la préservation de la biodiversité d'une part et le développement de l'économie de la mer d'autre part, dans le cadre du démarche inclusive, c'est-à-dire qu'il lie la préservation de la biodiversité au développement d'une économie de la mer qui soit durable et donc soutenable.
Donc, sur le terrain, puisque je pense que c'est aussi cela qui vous intéresse, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre action se développe selon deux axes. Un axe qui est ancré sur la mobilisation de la recherche pour produire de la connaissance et les approches que l'on peut avoir de l'environnement maritime en matière de développement durable. Donc, et le deuxième axe, c'est la mobilisation de l'expertise technique pour la mise en œuvre des résultats que l'on peut enregistrer, entériner. C'est censé aller mieux, d'accord. Donc, pour la mise en œuvre des résultats sur le terrain, des connaissances acquises. Je crois que ça, c'est complètement à travers les connaissances acquises. Et je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos en parlant à la fois de la recherche, très rapidement, et ensuite, tout aussi rapidement, de la mobilisation des partenariats techniques, puisque la question qui nous est posée, je rappelle, c'est bien ce que peuvent apporter à la fois les partenariats scientifiques et les partenariats techniques dans l'approche de l'économie bleue. Donc, côté AFD, depuis que nous avons cette stratégie en particulier, même si ça s'est fait dans la continuité, dans la dynamique de la COP15, nous avons développé des partenariats avec des partenaires de recherche que sont l'IFREMER, qui est l'opérateur océanographique français, donc en fait la flotte océanographique française, la recherche, le CHOM, qui est le service hydrographique et océanographique de la marine française, le CNES, l'IRD, etc. Et dans le cadre de ces partenariats, nous avons développé des activités de recherche. Par exemple, avec l'IFREMER, actuellement, il y a depuis 2021, donc c'est récent, se développent 8 projets scientifiques sur les différents océans et la Méditerranée, au bénéfice de nos partenaires, qui sont les pays des Caraïbes, les pays de ces zones qui sont nombreux, et ces projets scientifiques se basent sur la question des enjeux partagés par ces pays en termes d'impact du dérèglement climatique, en termes de pollution, en termes de gestion durable des ressources. Et l'objectif de ces exercices de recherche est d'acquérir des connaissances, de les partager, donc les connaissances, les outils, pour ensuite, je dirais, les mettre en pratique à travers des partenariats techniques. Autre exemple très rapidement, puisque vous parliez de formation, en ce moment même, au niveau du campus de l'AFD, qui est son centre de formation, parfois connu sous le nom de CPEB pour les plus anciens, CFEB, pardon. Et actuellement, nous développons un programme qui s'appelle Biodiversity Partners Program. Donc, c'est un programme sur la biodiversité que l'on est en train de construire. Il y avait d'ailleurs juste une réunion aujourd'hui à laquelle je ne participe pas parce que je voulais être là. Et l'objectif est je précise, ça concerne uniquement l'Afrique du Nord. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un partenaire, un programme de formation qui sera proposé à nos partenaires, que ce soit les administrations, que ce soit la société civile, de l'ensemble des pays qui constituent le Maghreb pour être dans un environnement, je vais dire, d'acquisition de connaissances et d'échange de connaissances dans un objectif de renforcement de compétences. Et enfin, un dernier exemple en termes de recherche, je citerai l'initiative Clean Ocean. Clean Ocean, c'est une initiative qui associe la Banque européenne d'investissement, la KfW allemande, et l'AFD, et qui a pour objectif de développer, de soutenir financièrement des projets portant sur l'économie bleue. Alors, il y a des projets qui sont vraiment des projets de partenariat technique, mais je citerai ici un projet plus de recherche qui a pour objectif d'améliorer la connaissance de la pollution causée par les déchets plastiques. Et c'est un projet qui se développe dans l'océan Indien, pardon, avec un but pratique qui est d'impulser des dynamiques d'économie circulaire. Alors maintenant, sur le volet technique, le volet de l'expertise et des partenariats techniques, je vais me concentrer sur les projets qui concernent, il y en a beaucoup, donc je vais parler que de l'Algérie, et sur les 15 dernières années, avec 3-4 projets phares que je voudrais mentionner, qui ont été portés par l'AFD en Algérie. Donc, un premier projet qui s'est déroulé sur une 8aine d'années, qui concernait le Conservatoire national du littoral. Et donc, l'Agence française de développement a eu la chance de travailler avec le professeur Grimes, d'ailleurs, pendant ces années 2006-2013, pour
appuyer la création d'un conservatoire national du littoral avec des dimensions de renforcement en termes de connaissances institutionnelles, juridiques, formation des agents, sensibilisation, mais également sensibilisation de l'administration et sensibilisation du public, des usagers. L'autre projet qui me semble important de citer, c'est un partenariat technique qui portait sur la gestion intégrée des zones littorales et marines. Ça concernait à la fois les îles Abibas à Oran, le parc national de Taza et les îlots de Taza à Gigel. Donc c'est un projet qui était orienté réellement vers une démarche. Donc quand on dit gestion intégrée, ça veut dire certes préservation de la nature, mais également création d'une économie équilibrée et durable qui s'inscrivent dans l'environnement dans lequel elle se développe, donc dans un objectif à la fois de préservation de la biodiversité, mais de dynamique économique également. Et enfin, je citerai une étude dans le cadre du programme qui s'appelle PASMED, ça veut dire Programme d'action stratégique en Méditerranée. Donc c'est un programme qui a été porté, je crois, par le programme national, programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc nous avons travaillé à la création à la faisabilité pour développer les moyens de lutte contre la pollution industrielle allant en Méditerranée. Donc ce que j'ai voulu en quelques minutes, c'est illustrer à la fois l'action qui est conduite dans un cadre à la fois international, régional et on va dire bilatéral, l'action qui s'intègre évidemment dans les grands cadres juridiques internationaux, également dans les dialogues plus régionaux et en bilatéral, qui portent à la fois sur le domaine de la recherche. Je pense qu'on aurait pu faire plus de recherche ici que ce que l'on a fait. Les exemples que je vous ai cités ne concernaient pas spécialement l'Algérie, même si j'espère que le projet de recherche avec l'IFREMER, comme il intègre la Méditerranée, va, au-delà d'intégrer la Méditerranée, réellement avoir, comme il vient d'être lancé, mais des interactions avec les pays partenaires, les pays côtiers, avec lesquels on a l'habitude de travailler, et puis l'aspect partenariatique, les projets que je viens de citer. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est que vous aurez remarqué qu'à chaque fois que j'ai parlé de quelque chose, j'ai toujours insisté sur le mot partenariat. Tout seul, on travaille GIZ sur certains projets. Évidemment, nos collègues d'Expertise France qui ont rejoint le groupe AFD, donc nous, agence et eux, agence de coopération technique, nous, bailleurs et eux, agence de coopération technique, on travaille ensemble. Et on travaille dans un souci on va dire, d'intérêt mutuel, mais également de responsabilité partagée pour faire avancer ces projets. Et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus à travers la documentation qu'on pourra vous remettre au niveau AFD si vous êtes intéressé d'aller plus dans le détail. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous passez le micro à M. Corrado, qui est en stage aujourd'hui. Voilà, M. Corrado, ça fait quelques années quand même qu'on se croise sur les questions maritimes en Algérie. Un appui très fort de l'Union européenne, notamment depuis que la question, je me rappelle depuis 2018 exactement, la fameuse conférence d'Alger sur l'économie bleue, il y a eu toute une dynamique qui a été enclenchée à ce moment-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces programmes-là et sur ces projets, s'il vous plaît? Fais-moi une petite place. Oui, merci, Monsieur Grimès. Bonjour à tout le monde, chers panélistes, chers collègues, chers étudiants. Donc, oui, je vais avec plaisir essayer de dégager quelques pistes de travail, surtout pour le futur, en ce qui concerne donc la coopération internationale que nous menons dans le cadre du partenariat Union européenne et Algérie. Sachez en effet, comme cela a été déjà rappelé, que les questions maritimes, notamment les questions liées à la pêche et à l'aquaculture, et plus récemment au développement de ces concepts d'économie bleue, sont au cœur de notre coopération. Donc, c'est une coopération qui date depuis certaines années. Et je pense que nous avons peut-être trois atouts, si je peux me permettre, que nous pouvons aujourd'hui mettre en avant par rapport à ce type de coopération pour expliquer la façon dont nous pouvons en quelque sorte soutenir les autorités et les autres parties prenantes du pays à avancer dans cette. Donc, la première question, elle est vraiment inhérente à la durabilité des ressources liées à la mer et aux côtes
car on est dans un espace très sensible et très vulnérable. Vulnérable à la pression humaine. Rappelons-nous que nous sommes quand même dans des espaces à haute densité de population, donc ils reçoivent toutes sortes de pressions de la part de l'homme. Et donc, ils sont hautement sollicités, vulnérables. Donc, il faut d'abord penser à une action de sauvegarde et de protection, en quelque sorte, des ressources, sans lesquelles les activités économiques ne peuvent pas se développer durablement ou d'après les principes, en fait, de l'agenda 2035 dont nous rappelons ici les indicateurs. Donc, la première question, c'est vraiment de mettre au cœur de la question la vulnérabilité des ressources et le fait que ces ressources doivent être protégées par tout le monde. Si nous voulons développer quelque chose ensemble et qui amène un bien et en plus, en fait, pour l'économie nationale, nous sommes tenus de rappeler que ceci doit être fait vraiment dans le respect des rythmes écologiques et dans le respect donc de toutes les ressources des biotypes qui existent au niveau du milieu de la mer. Ça, c'est la première question et donc pour nous, ça c'est une question fondamentale et par ailleurs, ça vient de la vision européenne inscrite aussi dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, de Green Deal, ceux qui les connaissent en fait, qui veut faire de l'Union européenne qui est en fait un document clé des institutions de l'Union européenne pour faire de l'Union européenne à long terme, donc à l'horizon 2050, le premier continent qui va pouvoir en fait devenir un continent à zéro émission nette de CO2, donc qui ne pollue plus sur le plan en fait de l'empreinte carbone et qui devient aussi un projet économique qui repose fortement sur les questions écologiques, de la sauvegarde de l'environnement et de la protection du milieu. Ça d'une part. Deuxièmement, il y a un autre sujet que nous mettons toujours en avant dans toutes sortes de projets maintenant, c'est vraiment le développement des compétences locales et l'accroissement de l'emploi et des opportunités donc de croissance économique en intégrant tous les acteurs territoriaux. Donc, nous sommes projetés vers des territoires. Déjà, donc, il y a beaucoup de présence humaine et nous essayons d'intégrer dans cette notion d'économie bleue, selon la définition nationale, en fait, qui c'est de la SNEB, la Stratégie nationale de l'économie bleue, toutes les potentialités qui peuvent émerger de toutes sortes d'acteurs. Donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a les acteurs institutionnels, donc c'est relié les différentes déclinaisons des différents ministères. Nous avons les chambres, par exemple, de pêche aquaculture, nous avons d'autres instances, d'autres centres et d'autres agences aussi qui interviennent dans ces domaines, mais nous avons aussi tous les secteurs privés, les secteurs de la recherche, de l'innovation, nous avons les universités. Donc tous ensemble, nous essayons donc de mettre ensemble ces différents acteurs et je pense que ça c'est un atout d'un projet de coopération classique parce que cela semble tout à fait en quelque sorte normal que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un projet, c'est à travers un projet de la coopération internationale que nous arrivons en fait à réunir tous ces différents acteurs pour qu'ils puissent avancer ensemble et prendre des décisions en termes d'économie verte, économie bleue plutôt dans ces cas-là. Je termine, que j'en avais cité trois. Le point, c'est vraiment de vous mettre à disposition les compétences que nous avons au niveau de l'Union européenne. Donc, dans le cas du projet dont notre collègue Reda Allal va nous parler tout de suite, nous avons mobilisé notamment une compétence à l'échelle d'un pays membre de l'Union européenne, la France, donc que nous avons déjà entendu aujourd'hui, notamment Expertise France, qui a vraiment un curriculum très disons, sur la question dans plusieurs régions du monde et donc qui amène son expertise aujourd'hui à la GIE. Nous avons mobilisé aussi l'Agence européenne de pêche, donc ce sont des collègues en quelque sorte qui sont eux chargés de vérifier en fait les activités en mer reliées à la pêche
et par les différents États membres donc riverains de l'Union européenne. Donc, ils ont en fonction de police en quelque sorte de la pêche. Et l'Algérie a choisi en fait de rentrer en partenariat avec cette agence pour améliorer aussi ses compétences en matière de surveillance et de monitoring des activités de pêche. Et nous nous réjouissons de ce partenariat et nous sommes sûrs que cela ne pourra qu'être bénéfique en fait pour l'Algérie. Merci, d'autant qu'il y a un moment où il y a eu la promulgation du texte sur les VMS, donc le contrôle à distance des navires qui ont un minimum de 15 mètres. Donc l'appui de l'Union et à travers le projet dont va parler à l'instant même Monsieur Allel, c'est vraiment, il arrive à un moment très très important où il y a ce nouveau système de surveillance à distance des activités de la pêche. Donc tout de suite, le micro est à Monsieur Allel. Merci Monsieur Grimès. Donc je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie l'assistance pour tout l'intérêt à ce thème qui d'actualité. Je rappelle qu'on est sur la décennie de la mer et des océans au niveau des Nations Unies et cette année particulière aussi au niveau de la FAO. Peut-être le collègue pourra en parler parce que c'est l'année de la pêche artisanale. Donc c'est vraiment un thème qui a toute sa place dans les débats et dans les travaux, les activités, que ce soit au niveau international et au niveau national aussi. Donc je représente pour ma part le programme Économie Bleue. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne, donc généreusement financé à hauteur de 22 millions d'euros et qui a été lancé en décembre 2021 pour une durée de 4 années. Donc c'est le programme Économie Bleue qui a aussi comme partenaire principal le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, s'étale sur une zone qui compose les 14 wilayas du littoral, donc de Tlemcen à l'ouest jusqu'à Tarf à l'est. Ces activités vont s'étaler sur ces 4 années à travers des équipes qui seront mobilisées, qu'on est en train d'installer. On est à 6 mois, on est en pleine phase de démarrage. Nous avons, comme j'ai dit, démarré en décembre 2021 et nous sommes en plein processus de mise en place de nos équipes au niveau local parce que nous prévoyons donc l'ouverture des antennes. On a 3 antennes donc, qui seront déployées sur Tlemcen, Boumerdès et Annaba, donc courant le mois de juin, donc bientôt. Et nous avons aussitôt entamé un exercice de concertation locale parce que nous sommes convaincus que le travail doit se faire aussi sur le terrain, donc au niveau local, et on doit aussi se concerter, échanger avec les partenaires, tant publics que privés aussi, donc au niveau des différentes wilayas du littoral. C'est pour ça qu'on a prévu 6 ateliers de concertation au niveau de plusieurs wilayas du pays, donc du nord, par exemple dans cette zone-là. Donc aussi, sur le programme Économie Bleue est un programme qui s'inscrit en totale synergie avec la stratégie nationale de l'économie bleue, qui elle aussi a été faite en collaboration avec l'Union européenne en Algérie. Donc cette stratégie a été élaborée, publiée et présentée en une conférence qui a été organisée en mars 2021, qui a donné le coup d'envoi de cette stratégie. Monsieur le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques l'a rappelé aussi dans son intervention cette matinée. Et vous pouvez trouver aussi les 11 axes qui composent plutôt cette stratégie au niveau du document de synthèse qui vous a été remis par l'INSMAL. Donc notre objectif, il se décline sur 3 objectifs spécifiques pour ce programme. Le premier étant un objectif de renforcement de toute la création d'emplois, de richesses. Donc c'est un objectif assez économique, je dirais, donc que ce soit dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi dans tous les secteurs et tous les axes qui composent l'économie bleue. Vous avez ici une affiche qui montre toute la variété des axes qui peuvent composer la famille de l'économie bleue. Notamment donc sur un objectif de développement de la recherche, innovation et l'entrepreneuriat avec la création de start-up sur des secteurs assez technologiques comme les biotechnologies. Le second objectif, il est un peu social et c'est un objectif aussi de gouvernance parce qu'il s'agit là donc de mettre en place la gouvernance des acteurs dans l'économie bleue, notamment les communautés de pêcheurs et le développement de la pêche artisanale, des conditions de travail de ces professionnels et de la protection sociale. Et le troisième, donc notamment ce qu'a cité le professeur Grimès à travers
le renforcement des capacités du gouvernement algérien en matière de contrôle, de surveillance et de gestion des activités de la pêche, notamment donc à travers l'appui à l'élaboration des politiques en termes de GIZC, et aussi l'accompagnement du gouvernement algérien pour la dotation des navires supérieurs à 15 mètres de balises de suivi satellitaire, ce qu'on appelle le VMS, et ainsi que l'accompagnement à la mise en place d'un centre de surveillance des pêches. Et cette activité, donc, elle est déployée aussi avec, comme M. Corrado l'a cité, avec l'Agence européenne de contrôle des pêches. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes qui activent dans le domaine de l'économie bleue, bien sûr le bailleur qui est l'Union européenne et à travers l'ensemble des programmes qui sont déjà initiés et déployés pour cette thématique. Nous travaillons aussi en coordination avec l'initiative WestMed, donc, M. Grimès et M. Bachous sont les points focaux en Algérie. Et on remercie aussi M. Matteo. Donc nous avons aussi initié des rapprochements et de la coordination avec nos collègues aussi de la GIZ qui travaillent aussi sur certaines thématiques, notamment sur la pêche et l'aquaculture durable et aussi sur l'appui du ministère de l'Environnement dans la stratégie GISC aussi. Et nous avons aussi entamé un rapprochement et de la coordination avec la FAO, avec lesquels on était la semaine dernière et avec lesquels on va aussi travailler ensemble pour essayer de proposer une offre cohérente et intégrée. On travaille en étroite collaboration donc avec l'ensemble des parties prenantes qui travaillent sur le thème de l'économie bleue, avec les partenaires autant publics, que ce soit le ministère de la Pêche, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Environnement et les autres ministères partenaires, mais aussi donc avec les partenaires privés, comme par exemple, nous avons un programme de renforcement de l'écosystème d'appui à la création de start-up innovantes dans le domaine de l'économie bleue, et nous avons donc entamé déjà d'une manière assez prématurée, donc tout un travail d'identification de ces acteurs privés avec lesquels on va construire tout un programme d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes. Voilà. Merci beaucoup, Reda. C'est vraiment le genre de programme ou de projet, j'ai failli dire, compte tenu de l'interdisciplinarité, c'est un projet fédérateur. C'est vrai que le programme d'appui s'appelle Programme d'appui pêche et aquaculture, mais c'est un programme qui va drainer un petit peu les segments maritimes qui tournent autour de la pêche et de l'aquaculture, mais puisque la question de la planification de l'espace maritime, la question de la GIZC aussi, sont des sujets importants dans le cadre de ce programme, ça veut dire que c'est un programme qui est mobilisateur des différentes parties prenantes, y compris la partie expertise et la partie institutionnelle et la partie économique. Donc la transition va être faite avec FEDOA de la GIZ, qui ont également depuis quelques années un très gros programme sur le littoral. Donc je vous invite à nous faire un petit descriptif de ce programme. Alors bonjour, je suis Dalila Fedoua de développement. Non, c'est pas le mien. Les collègues sont tous en mission ou en congé. Rapidement, donc j'ai pour présenter. Donc voilà, la GIZ, comme vous le savez, est présente en Algérie depuis 1974 et là nous avons à peu près 9 projets du pôle environnement. Donc qu'il s'agisse de projets intervenant sur les côtes algériennes ou un peu plus à l'intérieur du pays, ce sont tous des projets, on appelle ça le pôle environnement. Je vais détailler plus le projet protection de l'environnement et de la biodiversité, PEBLA, et le projet Alfan et quelques chiffres, quelques notes sur d'autres projets. Donc le projet PEBLA, protection de l'environnement et de la biodiversité du littoral algérien, est l'héritier, si on veut, d'un autre projet qui était là entre 2015 et 2020, qui a été axé sur la gouvernance environnementale et qui a été plutôt un succès. Et donc, à la demande de notre partenaire, le ministère de l'Environnement, nous avons prolongé le projet a été prolongé avec un focus sur les régions du littoral et de la côte. Donc, c'est un projet, le projet PEBLA vise l'amélioration de la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières
Et donc, dans son premier axe, il s'est agi d'actualiser la stratégie nationale GISC. Donc, c'est un travail qui a pris presque 2 ans, qui s'est fait avec 18 secteurs et avec beaucoup d'ateliers avec les régions, donc avec les 14 wilayas du pays, 14 wilayas littorales. Donc malheureusement, c'est arrivé. Le projet a été lancé en janvier 2020 avec la crise du Covid. Donc beaucoup de choses se sont faites en télétravail, mais ça n'a pas empêché que le travail d'être fait et donner de bons résultats. La stratégie nationale a été validée par la commission interministérielle. Donc comme tout le monde le sait, elle vise à gérer les régions côtières et marines de façon concertée entre les secteurs pour éviter les conflits d'intérêts et avoir un développement durable des côtes harmonieux et durables dans la mesure, c'est ce qui est souhaité et c'est ce qui est visé. Après plus d'1 an, quasiment 2 ans, on a profité du fait de ne pas pouvoir se déplacer dans les régions. Alors je rappelle qu'on a comme wilaya pilote Annaba, Oran, Taraf et Ain Temouchent, donc 4 wilayas pilotes et évidemment la centrale, le ministère ici à Alger. Et voilà, donc on a profité du Covid pour faire toutes les études de base, ratisser, c'est-à-dire partir sur de bonnes bases, connaître au meilleur la situation de départ et ensuite avoir des plans d'action conséquents. De la stratégie actualisée, donc elle va être soumise prochainement au gouvernement, à l'approbation, à la validation du gouvernement. Et de là, il y aura les cadres 200 cadres de l'État, secteurs confondus, seront formés sur la gestion des territoires, comment travailler en intersectoriel et comment développer des plans en conformité avec la stratégie nationale GISC. Alors, il y a ça. Nous avons aussi des programmes de formation sur la planification maritime. Une première formation a été faite à Oran. Nous avons une personne qui a participé, qui est ici. Voilà, donc il a rassemblé 20 cadres de plusieurs secteurs et pour s'exercer justement sur un territoire bien délimité et se mettre tous ensemble, travailler et savoir comment on peut gérer au mieux les intérêts des uns et des autres dans le domaine côtier. Alors, ça, c'est pour la première composante. La deuxième composante, elle a hérité du projet Djambi, gouvernance environnementale, de la partie terrestre, c'est-à-dire qu'on va poursuivre le travail sur les coopératives qui a été fait, mais cette fois, pardon, j'ai oublié la wilaya de Skikda, excusez-moi. Donc, un travail avec des coopératives terrestres qui va être fait pour la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, des filières, et des sous-produits, et aussi la filière du miel, donc les ressources biologiques terrestres, mais aussi cette fois avec des coopératives marines, oui, organiser les pêcheurs en coopérative, évidemment, avec on a fait aussi pour connaître la situation où en était la notion de pêche responsable et d'aquaculture durable en Algérie. D'autant que le ministre de la Pêche a annoncé ce matin que le texte sur les coopératives, il est dans son stade quasiment final avant publication dans le journal officiel. Oui. Bah, tant mieux, ça tombe coopérative à point. de la pêche et de l'aquaculture. Oui, très bien, ça tombe à point nommé. Donc voilà, donc là on passe à la phase de formation. On forme les coopératives terrestres et les coopératives marines et on va former un groupe assez important de pêcheurs, donc de 1500 pêcheurs entre Skikda et Annaba et à travers des formations de formateurs. Là, en ce moment même, il y a une mission avec un bureau de consulting international pour préparer des programmes et identifier des formateurs avec les directions de la pêche dans les régions, à Skikda et Annaba. Donc c'est en ce moment même que ça se passe et de là faire des programmes et voilà et comment dire, rendre ces formations pérennes et ces formateurs aussi identifiés et voilà. Ensuite, nous avons aussi un axe pour le classement et le reclassement des aires marines protégées, donc reclassement des îles Abibas, revoir éventuellement le zoning,
la délimitation et le zoning, et aussi l'île Rishgoun aussi, et oui, les monts de l'Edour, donc une extension des monts de l'Edour sur la partie El Marsa, et le Marsa qui est à l'ouest des monts de l'Edour de Annaba, et donc faire un très très grand ensemble de tout le massif de l'Edour, le classer, et de là aussi ça contribuera à l'économie bleue. On est en train de réfléchir à développer le tourisme, un tourisme écologique, un écotourisme. Et alors, il y a aussi des formations sur les plans de gestion des aires marines protégées. Et voilà. Les schémas directeurs. Et les schémas directeurs, merci. Voilà, donc en gros, je pense avoir dépeint assez rapidement le programme. Il y a le programme Alphen qui peut contribuer aussi, parce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place. Le programme Alphen, c'est le programme amélioration de la mise en œuvre de la législation fiscale en Algérie, et incité par le biais de contrats de performance environnementale et de mise à niveau environnemental, donc de deuxième génération, et on espère que ça marchera, de les inciter à mettre en place des mesures parfois très simples pour limiter leur rejet, parfois directement qui aboutissent en mer, et donc protéger ainsi, de cette façon, limiter les rejets, et voilà. Et nous avons d'autres programmes. Il y a d'autres projets, le projet FIDREC aussi, qui est consacré au recyclage des déchets. Et aussi le projet PEMLO aussi qui forme les communes sur le traitement des déchets et comment, voilà, tous les métiers de recyclage. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, et voilà, j'espère. Voilà. Vous avez balayé très large, donc voilà. Je ne sais pas, quand je dis la FAO Algérie, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est Blue Hope. Je me trompe? Ah, vous avez la parole. Merci, monsieur. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est monsieur Meza Riyad, coordinateur de projet au niveau de la FAO. Donc, comme mon ami de la GIZ, je remplace mes collègues de la FAO qui sont appelés sur d'autres obligations. Donc, pour la FAO, je tiens à dire que c'est une agence technique onusienne. Donc, notre mission exclusivement vient pour appuyer les partenaires nationaux techniquement, donc apporter des réponses et aussi collaborer avec tous les acteurs, que ce soit sur le secteur de l'agriculture, mais également nous intervenons également avec le secteur de la pêche. Notre mission s'inscrit essentiellement dans l'élaboration, la réalisation des objectifs de développement durable. Dans ce sens-là, pour le secteur de la pêche, nous travaillons sur l'ODD 14. Donc là, nous avons pour l'Algérie différents projets, notamment le projet Blue Hope. Donc pour ce projet-là, intitulé Initiative Espoir Bleu Méditerranée. Donc le projet a visé à développer des plans d'aménagement territorial au niveau d'une wilaya pilote, à savoir la wilaya de Béjaïa, où avec les partenaires locaux, il y a eu beaucoup d'échanges, que ce soit sur les aspects liés au développement des équipements et des infrastructures, mais également sur les aspects liés au renforcement de capacités et des compétences au niveau local. Donc également, nous avons travaillé sur un autre projet COPEMAD. Donc le projet essentiellement a été mis en œuvre en collaboration avec le Centre national de recherche sur la pêche et l'aquaculture. Donc, il a visé essentiellement sur la lutte la lutte et le contrôle de la pêche, et également il a visé sur les aspects liés au renforcement des capacités et sur la mise à disposition de réponses techniques basées sur des travaux de recherche de cet institut-là. Également, nous sommes en train de travailler sur le lancement de 2 autres projets, à savoir le projet Initiative Croissance Bleue, donc qui vise à améliorer tout au long de la chaîne de valeur les aspects liés aux indicateurs de performance de la pêche et de l'aquaculture. Donc également, c'est un projet de vision stratégique.
donc intégrant beaucoup de compétences et aussi ciblant des espèces telles que la crevette et également les espèces telles que la truite d'élevage. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité des aspects liés à l'exploitation de ces espèces-là. Également, nous sommes en train de travailler sur le lancement d'un autre projet qui est la gestion basée sur la pêche et les écosystèmes pour l'économie bleue en Méditerranée. Donc, c'est l'objectif principal ou l'objectif global de ce projet, c'est d'inverser la surexploitation des ressources marines vivantes et les ressources commerciales. Donc, pour l'ensemble de ces projets, je tiens à souligner que c'est des projets régionaux, donc qui favorisent l'échange entre les pays de la Méditerranée et le transfert d'expérience et de savoir-faire et de compétences. Donc, sur ces projets-là, également s'intègrent, comme avait dit mon collègue, ou s'inscrivent également sur les objectifs de l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture, qui vise pour le plan d'action lié à l'Afrique du Nord, essentiellement d'améliorer la productivité, d'améliorer la nutrition, l'environnement et également le cadre de vie, l'environnement, que ce soit essentiellement sur les aspects liés à la capacity building de tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin sur les questions liées à la pêche. Donc voilà pour ce qui est des champs d'intervention de la FAO. Merci beaucoup. En tout cas, il semble y avoir un consensus total sur le fait que ces capacity building, ces compétences, ces développements de capacités de gestion. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est personnel, hein. Donc c'est pas l'ISMAL ou c'est vraiment. Il y a une inflation de concepts aujourd'hui. On a l'impression que les organisations internationales, la FAO, elle développe un concept, la gestion basée sur la pêche. Les gens de l'UICN développent un concept, la gestion basée sur la nature. Et puis on a voilà le MEDPAN, le réseau des gestionnaires des aires marines protégées, la gestion basée sur les AMP. Donc voilà, on a toute une inflation on a l'impression que les organisations internationales, notamment onusiennes, veulent avoir une espèce de label, mais in fine, c'est de la gestion intégrée, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il faut éviter, encore une fois, de rentrer dans ces concepts et de les vider peut-être de leur sens. Et je reprendrai ce que disait Sifoloché tout à l'heure, qu'il faut essayer de donner un contenu à ces concepts à travers des opérations très très claires. Dans le cadre de la coopération aussi, qu'on puisse avoir vraiment une emprise et des résultats perceptibles par la collectivité locale, par les acteurs au niveau local, par la pêche artisanale au niveau local. Voilà, que ça soit tangible, même si c'est modeste, mais quelque chose qui parle aux acteurs du territoire. Voilà une initiative qui s'appelle WestMed, qui est peut-être à un niveau supra, qui est encore une fois une initiative sur le développement de l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Nous avons M. Matteo Bocci. J'ai demandé à Javier Hernandez, qui est le responsable des Coris, mais on ne va pas la diffuser puisque tu es là. Voilà. Donc, on va poser la question in vivo. On ne va pas lui dire qu'elle n'a pas été diffusée. Voilà. Donc, je vais te poser la question directement. Le WestMed, depuis décembre ou novembre 2018, il y a eu beaucoup d'étapes, des hackathons, des laboratoires, des rencontres. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les résultats qu'on pourrait mettre en lumière directement sur l'économie bleue dans la Méditerranée occidentale? Voilà. Parce qu'il y a la lumière, mais c'est encore un... Ouais. Oui, c'était la fin de 2018 à Alger, la première conférence. Moi, pour répondre à ta question, je voulais dire trois choses, très, très près, t'inquiète. Et, parce que la première, c'est sur le challenge de le bleu. C'est vrai que le bleu, ce n'est pas le problème. Les sièges sont bleus, vous êtes tous ici assis très confortables toute la journée. Le challenge, c'est vraiment la transformation de l'économie maritime en façon durable et circulaire. Et ça, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Le deuxième point, c'est, en réponse à l'ex-ministre, l'intervention que je faisais ce matin n'était pas pour imposer un modèle. Je ne voulais pas être les néo-colonialistes de la recherche européenne.
Mais était pour dire que vraiment c'est un challenge, que c'est comment, c'est une opportunité, parce qu'il y a un dialogue, il y a une opportunité d'un dialogue direct entre le Sud et le Nord pour comprendre comment faire ça. Il y a beaucoup de bonnes, il y a certains bonnes pratiques, mais ils sont des exemples, ils sont pour s'inspirer, pour connaître, mais il faut vraiment trouver la solution chez nous, à des problèmes qui sont locaux, avec une histoire, un contexte local. Mais il y a l'opportunité, c'est mon troisième point qui est lié à ta question, il y a l'opportunité de partager des expériences avec les autres et n'est pas vraiment, c'est dans les mêmes niveaux. Et c'est un peu ça que c'est le bout de l'Westmed, de l'Institut Westmed. On n'a pas de conseils, sinon c'est là de partager, de faire des brokering, c'est un terme pas français, mais permettre à les parties prenantes de se connaître, de partager des idées. Et on a plusieurs choses. On a des groupes techniques où on donne l'opportunité à des experts de tous les pays de se confronter et trouver des solutions communes à des challenges. Et surtout, on fait les liens avec le soutien des projets. J'avais mentionné beaucoup des sources de financement. J'ai mentionné ma vieille professeure à Londres espagnole, qu'elle disait, sociologie de l'organisation, elle disait que la connaissance, c'est pas entre l'oreille, c'est entre le nez. Et c'est ça, donc pour connaître et pour innover, il faut discuter, il faut dialoguer. Et les projets, à la fin, ils sont des opportunités pour mélanger les compétences, mélanger des expériences et ensemble trouver des façons de changer. Et c'est ça que nous, on soutient avec Westmed. Il y aura, bon, avec l'assistance technique. Maintenant, il y a un appel d'offres pour un nouveau service. Peut-être que c'est nous, peut-être que c'est les autres. Mais l'idée, c'est vraiment de partager cette peer review et peer échange entre les nez de Nord et Sud pour innover. Et je crois que c'est ça un peu ma réponse à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire même des petits projets. C'est important de réfléchir sur ce qui se passe et échanger. Et des petites étapes, c'est mieux peut-être que de grands plans. Mais il faut avoir une vision ambitieuse, il faut avoir une idée de qu'est-ce qui sont les challenges. Je m'arrête ici et merci. Merci beaucoup. Je ne dis pas à Javier qui ne t'a pas présenté. Merci beaucoup, Matteo. Ministère de l'Environnement, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une représentante pour avoir dans une autre vie aussi été travaillé dans ce secteur-là. Ibtissam Aït Hamouda, qui a été chef d'antenne à l'époque, au niveau de l'antenne de Tipaza, et qui est aujourd'hui directrice générale du Commissariat national du littoral. Alors pourquoi je fais cette introduction? Parce que d'abord c'est le produit de l'école algérienne, mais en plus elle a aussi participé dans le programme PAPSE. À l'époque il y avait des sites pilotes dans le cadre du programme PAPSE, notamment à la région du Mazafran, le classement du Mazafran. Voilà. Et elle a participé aussi au projet qui a été financé par l'AFD FFEM à l'époque. C'était le site pilote qui était à Tipaza, Kwali. Mais elle a aussi participé dans les programmes de la GIZ aussi. Donc c'est une synthèse un petit peu en termes de construction de capacité. C'est une synthèse et un produit un petit peu de tout ce processus-là. C'est pour ça que son avis nous intéresse aujourd'hui. Merci. Et son avis nous intéresse parce que ce qui nous intéresse au-delà de ça, le secteur de l'environnement qui est un secteur de coopération par excellence aujourd'hui, hein, coopération environnementale et climatique. Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement attend de ces différents cadres de coopération et est-ce qu'il y a des leçons à retenir des processus et des programmes passés? Donc, je vous remercie pour ces paroles. Bonjour à tous. Donc, Ibtissam Aït Hamouda, directrice générale du Commissariat national du littoral depuis peu. Comme il a été dit tout au long de la journée, donc le développement de l'économie bleue implique bien évidemment le développement de nombreux segments d'activités, mais malheureusement, donc toutes les activités marines et maritimes présentent un risque potentiel pour cet écosystème. De ce fait, donc, je dirais que le développement de l'économie bleue serait une bonne gestion intégrée des zones côtières sur laquelle nous travaillons en ce moment, mais aussi une bonne planification de l'espace maritime. Ces deux concepts ont été répétés tout au long de la journée de par leur importance.
Donc, à ce titre, l'Algérie, à travers le ministère de l'Environnement, qui est point focal de la Convention de Barcelone et de ces 7 protocoles, est dans un processus participatif impliquant l'ensemble des secteurs, a déployé plusieurs efforts considérables. Je citerai donc le renforcement et l'adaptation législative et institutionnelle, notamment la loi de l'environnement, la loi du littoral et la loi relative aux ressources biologiques. Aussi, l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs stratégies, notamment la SNGISC, la Stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières, mais aussi la SPANB. Nous avons aussi l'initiation de plusieurs projets, plusieurs programmes, afin de rendre favorable le développement raisonné répondant à l'ODD 14 qui a été aussi rappelé aujourd'hui. Donc, je citerai l'IMAP, le PEBLA, le PASS Bio, Medkey Habitat, etc., mais aussi des études de classement des AMP et des études réglementaires telles que les plans d'aménagement côtier et tout. Aussi, je voudrais juste parler au nom de M. Hadj Issa Raouf, directeur central au ministère de l'Environnement, qui m'a chargé personnellement en son nom de rendre hommage à 2 personnes. Il dit, de par ces mots, que pour lui, c'est 2 personnalités qui nous ont quittés et qui ont fortement contribué aux efforts du ministère de l'Environnement. Il s'agit de M. Larid Mohamed et de Sfian Omar, donc Rabbi yarhamhum. Qui était enseignant à l'école. Qui était enseignant à l'école et dont j'ai été élève. Pour rappel, aussi, je dirais que l'Algérie, qui est partie prenante de la Convention de Barcelone, a élaboré en 2015 sa première stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, qui est un outil de planification du développement durable et un cadre de concertation et de coordination, et qui a fait aussi l'objet d'une actualisation en 2021, et qui est, comme l'a précisé ma collègue de la GIZ, qui est en attente de son passage par le Conseil du gouvernement pour son adoption. Cette nouvelle version de la SNGISC est une orientation stratégique mettant des liens opérationnels justement entre la SNGISC et la stratégie nationale pour la stratégie nationale pour l'économie bleue, mais aussi la planification de l'espace maritime comme condition de protection des espaces maritimes et côtiers et de leurs ressources. Donc, nous, le ministère de l'Environnement, le secteur de l'environnement, nous serions intéressés, entre autres, déjà, le secteur de la recherche scientifique, de renforcer le cadre de la formation continue des gestionnaires sur la planification, la gestion, la protection, la sensibilisation, le suivi et l'évaluation des zones côtières, mais aussi développer et promouvoir des outils de planification de l'espace maritime. Mais aussi, donc, pour un autre point aussi, je dirais que de par les engagements au niveau international, l'Algérie s'est dotée de 3 programmes nationaux de surveillance et d'évaluation intégrée de la mer Méditerranée, répondant aux objectifs écologiques, donc relatifs notamment à l'eutrophisation, les contaminants, les déchets marins, la biodiversité, les espèces non indigènes, la côte et l'hydrographie. Nous serions aussi intéressés par le développement de thèmes de mémoire de fin d'études relatifs à la prise en charge de la feuille de route des 10 programmes que j'ai cités et leur transformation en documents exploitables, mais aussi développer des projets nationaux de recherche, développer des réseaux thématiques et des pôles d'excellence scientifique et technique sur les problématiques marines et côtières, nous aider à la mise en place d'une base de données à travers la création d'une plateforme commune, développer aussi un système national d'observation, de suivi continu et d'évaluation intégrée des zones côtières, qui est un des axes stratégiques de la SNGISC et dont j'invite les membres présents à consulter. Les 10 axes stratégiques de la SNGISC sont présents dans la dernière page du document qui est élaboré par professeur Grimal. Ce qui est attendu de la coopération internationale. Donc, il y a des projets qui sont proposés ou initiés par ou avec les différentes agences internationales dans le cadre de différentes conventions signées ou ratifiées, comme la SNEB, la SNGISC, la SPANB, comme je l'ai cité, mais aussi développer des projets de mise en œuvre des stratégies nationales actuelles, et nous insistons sur l'importance de suivre
les feuilles de route de ces stratégies nationales, mais aussi, comme je l'ai dit, travailler sur de nouveaux programmes, notamment pour la mise en œuvre de la SNGISC et ses 10 axes stratégiques, développement d'un système d'observation, augmenter la résilience des zones côtières face aux risques côtiers et changement climatique, établir justement des liens opérationnels entre la GISC et l'économie bleue et la PSM, renforcer l'économie circulaire, surtout information, communication et sensibilisation des parties prenantes soient sur la même longueur d'onde que les initiateurs de la SNGISC pour qu'on puisse tous ensemble la mettre en œuvre au niveau local, mais aussi national. Et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour cette shopping list qui est assez comme un longue et exhaustive. En tout cas, ce panel nous a dressé un panorama de ce qui se fait, ce qui s'est fait, mais surtout ce qui est possible de faire dans les années à venir. Et vous avez tous entendu qu'il y a des vraies opportunités de coopération et de partenariat sur les questions de l'économie bleue, mais c'est au-delà de l'économie bleue, donc les questions de la biodiversité et le climat, qui sont aussi des leviers de l'économie bleue au sens économique, mais aussi au sens technique et scientifique du terme. Vous avez entendu aussi tant Westmed que la délégation de l'Union européenne que les agences de coopération des pays qui montrent leur disponibilité à aller davantage creuser, explorer ces sujets-là pour soutenir la SNEB, soutenir la SNGISC, mais enfin soutenir l'action du gouvernement sur une action durable, en tout cas des activités durables sur l'espace maritime. Je vais vous demander d'être un peu plus patient pendant 5 minutes ou 6 minutes. Nous allons entendre Alessandra Sansi, qui est de l'UPM, qui a été enregistré. Donc ça va pas durer très longtemps. Donc l'UPM est aussi un groupe d'experts sur l'économie bleue. Je pense que c'est le ministère de la Pêche qui représente l'Algérie dans ce groupe-là, en plus du groupe d'experts sur les changements climatiques. Donc ça ne dure pas longtemps. Et juste après, on donne la parole à l'assistance pour poser des questions aux panélistes, avant de clôturer la journée. Pleasure to be here with you today, and it is a very great honor to be invited to today's important conference on green science as leverage for blue economic development at Mediterranean level. Indeed, the very same title of the conference, and that entails the concept that has been guiding the work of the important international blue economy over the past years. Let's recall the very first workshop on blue economy adopted in 2015 was indeed stressed of clean and healthy seas as enablers and drivers for national and regional economy. It's very simple. Thank you very much. Merci beaucoup. Now, adoption of the second material in February 2021, the material on sustainable blue economy will the concept. Father stressed in view of the importance of the challenge of the region of East tackling over the next decade shows the relevance indeed that marine science have in all these contexts. We are actually addressing a very important moment, which is actually the one related to the implementation of the ministerial itself, and in this context, the new missions for our seas and oceans, by the European Union in particular, the Mediterranean lifestyles on plastic pollution as a first challenge to be tackled. But indeed, with many more challenges related to pesticides, nutrients, and so on in the years to come, it is an extremely important framework for us to collaborate with and on. It's in this respect actually that together with the co-presidencies emerged in March 2022, so just last month, we've been calling for a meeting together between the lunar community, the blue economy community, and the environment community in order to join forces to pool resources to ensure information sharing around, as I mentioned, the first challenge of plastic pollution, particularly marine litter. Let's say capitalizing on the work that Blue Lens has been carried
elaboration of the Ministerial Declaration on Blue Economy. Countries have already sent and discussed which are the priorities and a series, let's say, of joint actions are being defined. This is actually the result of the decision very last working group on the economy, which we had on the 23rd of March, and which will be followed up at the next meeting of the working group that will take place on the 21st of June here in Barcelona, accompanying the conference on real finance that will support digital. We are organizing here in our host city. So, in view of all these efforts and within, say, a closer collaboration that the same, let's say, development is given, the work on the Portugal is defined, the wish is a very good and fruitful meeting. And again, wish that the outcomes of this important conference can be absorbed as part of the work that we are carrying out within the framework of the roadmap for implementation of the Ministerial Economy, together with the work more specifically on environment and climate change, both relating to the Ministerial Protocol in Cairo in October 2021. So there are colleagues and those, many thanks for letting me work be with you even at this time. And again, we wish you a very good and fruitful. Voilà. Voilà. Je rappelle juste pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Internet. Il y a 2 déclarations ministérielles de l'UPM sur l'économie bleue. Je rappelle aussi qu'il y a eu 2 déclarations à Alger sur l'économie bleue. Il y a eu la déclaration des ministres des Affaires étrangères, c'était en janvier 2018. Et dans cette déclaration, vous avez 2 passages, un sur l'économie bleue et un deuxième sur la biodiversité. Et dans cette déclaration des ministres des Affaires étrangères, décision prise qu'une conférence sur l'économie bleue serait organisée à Alger. Et c'est celle-ci qui a donné lieu à la déclaration d'Alger dans le cadre du +5 WestMed. La déclaration d'Alger, c'était le 3 décembre 2018 et qui a donné tout le processus. Voilà, donc l'assistance, je sais que vous êtes fatigués. Alors, on a à peu près 10 minutes de questions, mais vraiment directes, s'il vous plaît. Donc voilà, on prend une question ici. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et vous posez votre question. On a besoin juste d'un baladeur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكر القائمين على هذا الملتقى والحاضرين وأشكر خاصة السيدة لمزالي التي أوضحت بالضبط مستوى علمائنا العالي جدا، قلت العالي جدا وهذا في كل الاختصاصات، وأشارت بالضبط أين الخلل وقالت كل شيء يتوقف عند متخذي القرارات وهم إداريون، يعني تكوينهم إداري محض، يعني ثقيل جدا. والحل هو إيجاد لجنة علماء، مثلا هنا علماء البحر واقتصاديين، والأهم الأهم في هذه اللجنة أنها يجب أن تكون حرة لا تتبع أي وزارة، والمسؤول الوحيد الذي تصل به هو رئيس الوزراء رئيس الدولة. ويجب كذلك استحداث منصب نائب رئيس الوزراء الذي يسير كل هذه اللجان كما فعل دولة تايوان، وهذا الذي سمح لها بأن تكون من نمور آسيا وضاعف مداخلها أضعاف مضاعفة. الآن إليكم طريقة تطوير البحث العلمي، وهي طريقة التي تتبعها الولايات المتحدة، حيث تقترح لجنة علمية على العلماء الباحثين. أنا كانت تجربة من ذهب، أمضيت في السنة الماضية 4 سنوات مع علماء البحث العلمي في يعني البحث الزراعة، معروف يعني مستواهم عالي مذهل، ولكن لا وسائل لهم، وينشرون في أكبر مجالات العلمية في العالم. الوسائل إن شاء الله الاقتراح هذا يفيد إن شاء الله. ماذا تقترح اللجنة هذه؟ اقترح لجنة العلماء الباحثين مواضيع، وتحدد المدة الزمنية 2 و3 حسب الموضوع، وتعطيهم الأموال اللازمة. وهذه الاستراتيجية هي التي سمحت
الولايات المتحدة بالتربع على عرش العلم في العالم فيما يخص لينابي الوكالة الوطنية للملكية الصناعية. هذه الوكالة يجب أن تستحدث وجعل نجاعة أكثر نجاعة، وهي بسيط، يجب أن تعمل كوكالة البلدان المتقدمة. وأن العبد الضعيف، انتبهوا الآن، وأن العبد الضعيف اخترعت السد الوحيد على وجه الأرض الذي يطهر نفسه بنفسه ويسترد الأوحال يعني لافاز اللي هي تباع بالمال، وهي غنية جدا لأنها ثرية بالمواد المعدنية. وكان علي أن أنتظر، انتبهوا، 4 سنوات 4 سنوات ليسلموا لي هذه براءة الاختراع، ولا أحد تكلم عنها. يوجد، سأعطيكم يعني معلومة ستذهلون. ممكن في بلدنا، سامحني اختصار برك باسكو يعني الضيوف تاعنا لازم يمشيو وفتنا الوقت. الاختصار يعني مباشرة إلى شكرا. في بلدنا أزيد من 5 ملايين براءة اختراع، لا أحد يتكلم. قلت يجب تحديث الوكالة الوطنية للملكية الصناعية كالبلدان المتقدمة، ولو فعلناه لرأينا عدد الابتكارات ينفجر، وكل هذا في صالح بلدنا. وسترون عدد البراءات اختراع تزداد سنة بعد سنة، لأن نحن الجزائريين نعيش الآن في بلدنا نهضة مباركة. الآن إذا سمحتم لي نصيحة للعلماء الذين تعاملون مع العلماء الغربيين، تعلمون ايش كاين، يتحققوا من المعلومات التي يعطونكم وجربوها وتحققوا بأنها صالحة لبلدنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رواية زاد ومغفرته. هيا لكم إن شاء الله. شكرا. شوف الكريم، في الصبيحة كانت مداخلة، تفضل اجلس. شكرا على هذه المداخلة. في الصبيحة كانت مداخلة وين تكلمنا على أهمية منصات التواصل بين صاحبي القرار وصاحبي أو منتجي المعلومة العلمية. إذن يعني الاقتراح تاعك اقتراح مهم جدا، وهذه المنصات الافتراضية أو المنصات يعني الوجودية اللي تربط قطاع العلم، تتكلمت عن العلماء، وقطاع اتخاذ القرار، هذه يعني راهي ركيزة من ركائز الاقتصاد الأزرق. شكرا. D'autres questions s'il vous plaît. Allez-y madame. Bonjour, c'est Sarah Haddad, ingénieure d'état en biodiversité, issue de l'ISMA bien sûr, et membre du comité scientifique de l'association Mare Nostrum. Donc ma question est par rapport à la place que les associations peuvent occuper au sein des projets. Donc c'est vrai que à chaque reprise on est invité aux réunions, au comité du conseil scientifique, d'orientation et tous les ateliers concertatifs et tout. Mais réellement on voudrait savoir comment est-ce que les associations peuvent contribuer à ces projets, à ces programmes. Merci. Merci. Alors on prend les questions, ensuite les panélistes vont intervenir. J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Voilà, elle est là. On peut lui donner le micro s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci Monsieur Grimès et tout le staff de l'école pour l'organisation de cet événement qui est très intéressant. Donc, je suis enseignante à l'UNICESMAL, c'est Razi Melika. J'enseigne l'analyse du cycle de vie qui est en plein cœur de cette problématique du développement durable d'une façon générale. Je vais poser une question précise pour ne pas perdre du temps. J'aimerais bien savoir, Monsieur Grimès et toute l'équipe, est-ce qu'on a un moyen d'accéder aux résultats de ces projets pour faire profiter nos étudiants et aussi optimiser le temps et pour avoir plus d'efficience de nos recherches et de notre enseignement? Voilà, c'était ça ma question. Merci beaucoup, Madame Razi. C'est une très très bonne question. Je laisserai les panélistes répondre et je donnerai un exemple que j'ai utilisé personnellement, comment pouvoir justement accéder, exploiter un certain nombre de données des programmes de coopération. Y a-t-il une autre question? Oui, ici. Je me présente, c'est Madame Chtabi Amina de l'Agence spatiale algérienne. Donc, je ne vais pas poser une question, c'est une intervention seulement. Je voulais attirer l'attention de l'outil spatial au service de la production de la... puisque la journée et les sciences de la mer au service. Donc, c'est seulement pour parler de l'intérêt de l'outil spatial, des systèmes d'information géographique pour la production de... direct. Ah oui. Production de la...
il faut le prendre en considération pour ne pas perdre. Merci beaucoup. Je peux déjà faire un petit commentaire au niveau de l'école en tout cas. Et je sais qu'à l'USTHB aussi et dans d'autres universités en Algérie, les gens qui travaillent sur le maritime ne peuvent plus se passer de l'outil spatial parce que c'est un outil qui permet aussi d'accéder à des données qui coûtaient extrêmement cher auparavant et qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une cartographie de la température de surface, de la salinité, des éléments nutritifs. Donc c'est un outil, en plus de la spatialisation des données à travers les images satellitaires, le suivi de l'érosion côtière, des submersions marines. Donc c'est un outil qui est fondamental pour l'économie bleue. Merci. Alors, qui parmi les panélistes voudrait répondre à la première question sur le soutien aux associations ou s'il y a des programmes spécifiques dédiés aux associations ou aux clubs scientifiques? Il y a. Alors, la parole est à Madame la directrice de l'AFD. En fait, en général, vous avez des guichets et les ONG peuvent proposer des projets en partenariat avec d'autres ONG, on va dire françaises, mais pas que. Depuis 2021, c'est-à-dire la nouvelle loi sur la coopération, des ONG qu'on dit du Sud, ce qui ne veut pas dire grand-chose, peuvent être à l'origine d'un projet qu'elles vont soumettre pour obtenir des financements, souvent des cofinancements. Quand il y a deux ONG, on va dire qu'il y en a une qui cofinance l'autre. En général, la française va cofinancer l'autre. Il y a également des possibilités de financement au niveau des collectivités décentralisées. Ce sont tout un ensemble d'outils qui sont mis à disposition. Et également au niveau de l'AFD, toujours sous certaines conditions, nous pouvons financer des projets sur la base de subventions. Et c'est ce que nous essayons de faire en permanence. La grande difficulté, c'est toujours de trouver le bon outil de financement par rapport au projet, parce que voilà, on est dans un monde un petit peu complexe. Il y a des petits projets très intéressants qu'on voudrait financer. Finalement, on est obligé de passer par d'autres canaux parce que ce petit projet intéressant, on ne peut pas le financer. Puis il y a des gros projets qu'on peut financer plus facilement. Puis parfois, c'est l'inverse. Mais oui, entière dans tous ces projets. Et je cite parce qu'on en parlait tout à l'heure, la fondation Probium, où vraiment c'est une fondation qui soutient la dimension environnementale. Nous en Agence française de développement et nos partenaires du service de coopération culturelle, on fait tout pour essayer de les soutenir dans leurs initiatives. Je voudrais juste dire une deuxième question, parce qu'elle me paraît très très importante, sur l'évaluation. Effectivement, on est toujours très content de tous les projets qu'on a faits. Peu de gens prennent la peine de voir quelle a été l'évaluation. Nous, le projet que nous avons fait, conduit avec vous, vous les transmettre si vous ne les avez pas reçus en leur temps, parce que je pense que c'est très important. De même que je m'interrogeais 6 ans après, 8 ans après, je disais ce matin, j'aimerais beaucoup voilà. Que ça a donné finalement. Voilà, merci. Reda. On va essayer. Bon, juste pour reprendre sur la même question, sur l'implication des organisations société civile et des ONG, pour nous, on est tout à fait d'accord que le rôle ne doit pas être tout simplement folklorique, ils doivent absolument être associés et partie prenante de nos projets. Nous ne voulons pas de simple participation aux séminaires ou conférences ou juste pour faire de la présentation. Donc nous voulons qu'ils soient acteurs de ce que nous allons construire donc, à travers l'ensemble des projets. Donc mon conseil, c'est que vous puissiez continuer à investir le terrain et à prouver votre présence sur le terrain à travers les activités. Je sais que le problème que rencontrent les OSC au niveau du pays, c'est un problème de financement. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à être très attentif aux différents appels à projets. Dans le cadre du programme Économie Bleue, on aura normalement d'ici 2023, l'an prochain, à lancer un appel à projet qui sera destiné aux associations qui travaillent sur le thème de l'économie bleue, mais aussi, comme Madame Aubert l'a cité,
L'AFD, le SCAC de l'ambassade de France, donc, lance aussi régulièrement des appels à projets. Il y a d'autres appels à projets dans le cadre d'autres programmes de coopération. Il y a des appels à projets qui sont lancés au-delà des frontières du pays, à l'international, sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez, notamment donc, sur le développement durable et aussi donc, des thématiques qui concernent certains axes de l'économie bleue. Donc, très attentif sur ces appels à projets, et nous sommes là, dans la mesure où il y a présenter une certaine masse critique, on peut faire aussi du sur-mesure dans la mesure où on constate qu'il y a aussi une agglomération d'associations ou un regroupement qui travaillent ensemble et il y a de l'intérêt à les accompagner. Tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est de l'accompagnement individuel personnalisé. Ça, on ne peut pas le faire. Mais s'il y a de la masse, s'il y a vraiment un intérêt, s'il y a un groupe qui partage les mêmes idées, des projets qui sont intéressants, donc nous sommes là aussi, nous avons les portes ouvertes pour essayer de travailler avec vous, pour construire des activités qui concernent un peu, qui puissent vous être utiles, parce que vous êtes nos relais au niveau local. Pour répondre aussi, si tu permets, M. Grimes, sur la question sur la capitalisation des ressources, je dis là, moi, c'est mon drap. Donc là, c'est un constat que j'ai dressé aussi, c'est que malheureusement, beaucoup de livrables des projets disparaissent à la fin du projet ou ne sont pas visibles au grand public. Si je parle de l'économie bleue seulement, parmi nos préoccupations et ce qu'on a déjà noté dans notre feuille de route, c'est la mise en place d'une plateforme de ressources qui sera publique. Elle sera publiée sur Internet et on essaiera de capitaliser, d'y injecter l'ensemble des ressources, que ce soit les livrables du projet, mais aussi c'est une plateforme qui se veut être ouverte à toute contribution externe dans les domaines de l'économie. Donc cette plateforme sera mise en ligne, sera publique, et on essaiera aussi de mettre les moyens pour qu'elle puisse aussi vivre au-delà de la fin du projet. Je vous remercie. Merci. Madame Aït Hamouda, vous voulez prendre la parole? C'est pour répondre à la question de Madame au sujet de l'implication des associations dans nos différents programmes. Je parlerai en tant que directrice du CNL. Personnellement, j'encourage énormément les associations. Nous travaillons ce mois-ci, j'ai rencontré pas loin de 6 associations que j'ai pour discuter. Mon but, c'est de discuter de la mise en place de programmes, mais aussi de leur mise en œuvre par la suite. Je les encourage à capter des financements, à répondre aux appels à projets. Je les aide aussi à transcrire des projets et nous nous portons garant en étant une administration publique pour la tenue, pour la mise en œuvre de ces différents programmes. Donc personnellement, j'encourage énormément les associations. Ce sont nos vis-à-vis avec la société civile pour la mise en œuvre de tous nos programmes, pour communiquer, sensibiliser. La présence des associations est très très importante pour nous. Mathéo? Juste une information de service, si tu veux, sur ce sujet, parce que bon, la plupart, tous les financements européens, ils sont aussi ouverts à l'association, et surtout c'est là qui va être lancé l'année prochaine pour le Sud. Mais pour dire que voilà, la difficulté parfois, c'est à répondre à cette requête, c'est une expertise en soi-même. Et nous, on avait fait comme Westmed, sous suggestion des coordinateurs algériens, de cours, un training en ligne pour comment gérer la réponse à l'école européenne. Et je crois que c'est possible, mais on terra l'avenant en courant. Et c'est possible que vers la fin de l'année, avec l'UPM, on fait un truc pareil. Et expliquer un peu comment ça marche, comment répondre et tout ça. Donc ça peut-être c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup. 2 informations avant de donner la parole à Madame la directrice pour clôturer cette journée, qui a été une très très belle journée en tout cas. La première, nous avons des rapporteurs au niveau de la salle qui ont travaillé sur toutes les idées qui ont été développées, les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été faites, les commentaires qui ont été aussi émis à partir de la salle. Donc nous allons prendre 2 ou 3 jours pour structurer tout ça, parce qu'il nous faut digérer un petit peu tout ça aussi, organiser. Et tous les acteurs qui ont été invités officiellement seront saisis par mail sur un projet de recommandation, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit
notre projet de recommandation en tant qu'école, mais c'est vraiment le résultat des échanges que nous avions eus. Donc, on vous demandera peut-être de prendre 2 ou 3 jours pour réagir sur le projet de recommandation. Nous formaliserons après vos retours respectifs et nous aurons un document commun qui sera un peu, je dirais pas une feuille de route, parce que la feuille de route, c'est la stratégie nationale de l'économie bleue, la stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières, mais ça sera un petit peu le fruit d'une réflexion sur la connexion possible entre le secteur du savoir et de la connaissance et les institutions ainsi que les opérateurs économiques. Deuxième point que je voudrais vous dire, vous allez monter pour prendre une photo qui va immortaliser ce moment. Et puis j'invite Madame la directrice à prendre la parole. Voilà. Non, je n'ai pas tout dit. Tfadli. Notre événement tire à sa fin. Merci, je voudrais remercier tous nos invités d'avoir fait le déplacement pour pouvoir partager avec nous cet événement. Je vais vous dire, nous avons tout fait, nous avons tenu à organiser cet événement avec le professeur Grimès sur l'économie bleue. Parce que nous ne concevions pas d'être au niveau de l'ESMAL sans aller sur ces problématiques importantes qui nous interpellent tous. Merci beaucoup pour les recommandations, parce que c'est ça le plus important, parce qu'en fait, là, on part un petit peu sans annoncer les recommandations de la journée. Comme vient de le dire monsieur professeur Grimès, nous allons vous faire parvenir toutes les recommandations émanant de cette journée, et j'espère que tout ceci débouchera sur des collaborations fructueuses et des réalisations concrètes, parce que c'est ça le plus important, et que nous ne cessons pas de le dire à chaque fois qu'il y a des rencontres de ce genre, de dire que nous devons travailler ensemble. Tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Samir, en parlant des différents programmes. C'est vrai que chaque programme est lancé, on est là, chaque organisation, mais ce qui fait un petit peu mal, c'est qu'on n'arrive pas à voir les ponts entre ces différents programmes. Et on n'arrive pas à voir ces espaces d'échange où on pourrait tous se retrouver, échanger, et aller, parce que nous allons tous dans la même direction. Mais tout simplement, on ne se rend pas compte, c'est qu'on perd plus de temps en étant chacun de ce côté. On le répète à chaque fois, mais on ne le répétera jamais assez. Mais tout simplement, je voudrais vous dire que l'ENESMAL est votre espace. Je vous le dis, c'est votre espace. Et à vous tous, à tous ceux qui sont ici, et nous sommes prêts à vous accueillir et pour toute proposition d'organisation, d'ateliers ou d'événements qui pourraient nous faire avancer un peu plus et qui pourraient être utiles et pour nous et pour notre terre. Donc merci à vous tous, merci d'avoir répondu tous présents à notre invitation. On s'excuse de la bousculade que nous avons eue à vous faire vivre, parce que tout simplement, changer la date d'un événement de 24 heures, bon, ça a été assez compliqué. Nous avons essayé de gérer au maximum. On s'excuse si nous avons oublié certaines personnes et si d'autres n'ont pas pu être contactés à temps. Sinon, merci. J'espère que ça a été utile, fructueux, et que nous avons pu vous accueillir comme il se doit. Merci beaucoup et à très bientôt.